Dans cette usine top secrète, une voiture très particulière est en train de naître. Des artisans façonnent un chef-d'œuvre de l'automobile. Ici, l'argent n'entre pas en ligne de compte. Cette voiture doit redessiner l'image d'une grande marque automobile. Ces hommes n'ont pas le droit d'échouer. La marque japonaise Lexus se veut synonyme de luxe. Ses arguments de vente sont l'élégance, le silence, la haute technologie et l'économie. Aujourd'hui, c'est un modèle très différent qui arbore l'insigne des Lexus, la LFA. Agressive, bruyante, réactive. Un V10 tournant à des régimes jamais atteints sur une voiture de production. 325 km/h. Une voiture comme Lexus n'en avait encore jamais produit. Lexus est présent sur le marché automobile depuis plus de 20 ans. Toyota, le plus grand constructeur mondial, a créé cette marque pour entrer dans le club très fermé des fabricants de voitures de luxe, aux côtés de Mercedes-Benz, BMW et Jaguar. C'est une réussite, car Lexus est devenu l'un des plus gros vendeurs de voitures de luxe aux États-Unis. Aujourd'hui, Lexus a décidé d'introduire la passion dans l'image de sa marque. Derrière ce projet se trouve un homme, l'ingénieur en chef Haruhiko Tanahashi. On retrouve dans cette LFA une passion et une émotion absentes des précédentes Lexus. Nous avons voulu orienter la marque dans cette direction. Nous l'avons créée dans cet esprit. Pour Haruhiko Tanahashi, la marque peut communiquer autre chose que le simple luxe. Je voulais fabriquer une voiture de sport capable de se mesurer aux supercars européennes. Les Porsche, les Ferrari ou les Lamborghini, et montrer que les Japonais pouvaient réaliser ce type de voiture. Le pari est risqué. Le constructeur n'a encore jamais conçu une telle voiture. Il joue sa réputation sur ce projet. Haruhiko Tanahashi, l'ingénieur en chef du projet, entre en terre inconnue, car il devra tout à la fois créer une voiture, une équipe et une usine à partir de rien. J'ai eu en quelque sorte carte blanche, et ce qui n'existait pas, j'ai dû l'inventer. Pour la plus grande entreprise de ce pays, trouver une usine ne pose pas de difficulté. Toyota a atteint une telle dimension qu'elle possède même sa propre ville, appelée Toyota. 10 des 15 usines japonaises du constructeur sont implantées dans cette ville ou ses environs. L'une d'elles est l'usine d'assemblage de Motomachi. L'entreprise modifie 2 bâtiments inoccupés de cette méga factory pour créer la LFA. Sur une première sélection de 50 000 employés de Toyota, 175 seulement sont choisis. Tous ceux qui participent au projet LFA ont l'impression d'être des artisans et non de simples opérateurs. Ils sont surnommés les Takumi, qui signifie artisans en japonais. Seuls les employés les mieux formés et les plus adroits peuvent acquérir ce statut. Chaque collaborateur de l'usine LFA est en quête de perfection et, en quelque sorte, relève ce défi dans l'esprit des samouraïs. Shigeru Yamanaka est le directeur de l'usine LFA.
il a conquis sa légitimité de meneur d'hommes dans une tradition japonaise moins ancienne, le baseball. Avant de travailler ici, j'encadrais l'équipe de baseball de Toyota qui réunissait des gens de nombreuses usines différentes. Ayant prouvé ma capacité à diriger, on m'a nommé directeur de cette usine. Pour fabriquer la LFA, cette équipe très soudée dispose d'outils et de matériaux ultramodernes. La fibre de carbone est le plus important de tous ces matériaux. Ce carbone est un facteur de performance essentiel pour la future voiture. Ce matériau composite est 5 fois plus résistant que l'acier, mais 4 fois plus léger. Il est incontournable dans la fabrication de voitures de Formule 1 et dans l'aéronautique. Le constructeur a décidé de fabriquer ici même ses propres fibres de carbone. C'est la première fois que des caméras sont autorisées à pénétrer dans ces installations ultra secrètes. De simples fils de fibres de carbone sont tissés par une machine pour produire un tissu souple. Ce tissu est ensuite transformé dans un processus impliquant de la chaleur, de la pression, de la résine et beaucoup de travail manuel pour créer le noyau dur de la voiture, appelé le tube. L'assemblage de ce tube évoque le montage d'un puzzle tridimensionnel. Tout commence par la fabrication du plancher. La toile de fibre de carbone découpée avec précision est disposée dans un moule. Un Takumi dispose le tissu dans un moule. Celui-ci formera le tunnel de transmission qui recevra la transmission et l'échappement. Sur des pièces aussi complexes, le tissu s'effiloche et n'est pas très net. Sur ces parties, les opérateurs manipulent la toile très soigneusement, comme si c'était de la soie. Des masques les protègent de ces fibres toxiques. Au début, les employés ont eu des difficultés pour travailler ce matériau. C'est beaucoup plus facile depuis qu'ils utilisent des fers à repasser. Une fois terminée, la pièce est fortement chauffée pour adopter sa forme. Elle est ensuite fixée sur un gabarit avec d'autres pièces du plancher, puis soumise à une pression de 1000 tonnes. On injecte sous pression de la résine et l'ensemble passe 8 heures dans un four à 130 degrés. Grâce à la chaleur et à la pression, la résine soude les différentes pièces pour former le plancher de la future voiture. Mais en 2000, ce concept de supercar de classe internationale n'existait que dans le cerveau d'un homme. J'en ai parlé seulement à un petit groupe de dirigeants de l'entreprise, sans rien attendre. Ils m'ont pourtant dit, allez-y, essayez. Fort de cette autorisation, Haruhiko Tanahashi réunit une équipe d'ingénieurs pour jeter les bases technologiques de son projet. À l'origine, nous voulions une coque en aluminium. Mais Tanahashi est fasciné par les possibilités qu'offre la fibre de carbone. Pour développer une supercar, une super voiture de sport, je voulais essayer d'utiliser de la fibre de carbone, si c'était possible. Mais ce matériau miracle possède quelques inconvénients. Il est coûteux et le constructeur ne l'a encore jamais utilisé. Malgré ses nombreux défis, Tanahashi parvient à ses fins. En 2005, mon patron m'a dit en me tapotant l'épaule, pourquoi ne pas utiliser du carbone? J'ai donc décidé de le faire.
le pari est audacieux. Tous ceux qui sont impliqués dans ce projet vont devoir maîtriser un matériau entièrement nouveau pour eux. Les employés manipulaient le carbone pour la première fois. Et tout dans ce matériau leur posait problème. Après avoir déjeuné, les Takumi reviennent dans leur atelier ultramoderne de fabrication de fibres de carbone. Avec ces aspirateurs, ils éliminent toutes les particules étrangères avant de pénétrer dans ce local hermétique très confidentiel. C'est ici qu'est fabriquée la majeure partie de la structure centrale du tube par les techniques les plus complexes. Dans ce processus, un laser découpe des centaines de pièces différentes dans un tissu de fibres de carbone imprégné de résine. Puis, le Takumi empile jusqu'à 20 épaisseurs de ces pièces dans un moule. C'est un panneau latéral droit qui sortira de celui-ci. Cet opérateur utilise un sèche-cheveux pour chauffer le laminé et faire fondre la résine pendant qu'il le pose. Grâce à un sac étanche dans lequel on fait le vide, on solidarise les pièces encollées et on élimine les moindres interstices. Le panneau traverse l'usine dans son emballage pour être placé dans un four pressurisé. Après une nuit de cuisson à 150 degrés, le panneau est devenu ultra résistant et ultra léger. Son équivalent en aluminium serait 2 fois plus lourd. Dans l'industrie automobile, tous les ingénieurs sont engagés dans une même course à la légèreté. Avec moins de poids et plus de puissance, on obtient de meilleures accélérations. Et sans vitesse, pas de supercar. La coque de la LFA est composée à 65% de fibres de carbone. Le résultat, une accélération de 0 à 100 km/h en 3 secondes 7. Fabriquée en aluminium, elle pèserait 100 kg de plus, le poids d'un sumo assis à la place du passager. La LFA ne pèse que 1400 kg en ordre de marche. Retour à l'usine, où dans une pièce fermée, une machine fabriquée sur mesure façonne 2 éléments cruciaux du tube. Les longerons de toit accueillent le pare-brise et protégeront les occupants si le véhicule se retourne. Ce métier à tisser fabrique ces longerons en 3 dimensions. Le carbone est tissé autour d'une forme top secrète placée au centre de la machine. Le processus est répété une seconde fois pour croiser les trames et garantir la résistance du longeron. Toute cette machinerie possède son propre système de contrôle, et cela pour une bonne raison. En cas de problème, même le plus petit, la forme se tord immédiatement. C'est pourquoi l'opérateur ne doit jamais relâcher sa surveillance. Le longeron est chauffé et de nouveau imprégné de résine pour achever de transformer ce tube souple en une pièce dure comme de la pierre. On a l'impression qu'il est lourd, mais en réalité, il ne pèse que 2 kilos. Ce tube est fixé sur un autre gabarit top secret. Un robot et un opérateur déposent une résine époxy extrêmement adhérente sur chacune des parties. Puis, on fixe fermement tous les autres éléments sur le gabarit. Des rivets pop garantissent le positionnement parfait de toutes les pièces.
L'époxy est ensuite séché en passant le gabarit 60 minutes dans un four à 60 degrés. Le résultat, un tube tellement résistant qu'il pourra jouer les rôles de structure centrale de la voiture et de cellule de sécurité en cas d'accident du véhicule. Kengo Matsumoto, responsable du design de la LFA, doit maintenant créer une voiture dont les formes devront marier élégance et technologie. Nous pensons que l'aérodynamique, la gestion de la chaleur et des flux d'air doivent être visibles dans le design. Dans un véhicule classique, le moteur est refroidi par un radiateur placé à l'avant, qui reçoit lui-même de l'air frais à travers la calandre. Ce n'est pas le cas de la LFA. Il reste si peu d'espace libre à l'avant que les deux radiateurs qui refroidissent le moteur doivent être placés derrière l'essieu arrière. Matsumoto doit dessiner la voiture de manière à diriger l'air frais vers ses éléments vitaux. Le flux d'air est parfaitement géré en ajustant l'angle entre le rétroviseur et l'habitacle. L'air longe l'habitacle, puis entre dans les copes pour aller au radiateur arrière. Cette forme n'est pas là uniquement pour le style. On a volontairement fait débuter cette écope à la base de la vitre. On obtient ainsi un système en mesure de refroidir le moteur même dans les conditions de course les plus extrêmes. Il est 8h45 à l'usine LFA. Les Takumi s'échauffent pour les 8 heures de travail à venir. Leur journée commence par la réception de la coque nue, terminée après 15 jours de fabrication dans l'atelier carbone voisin. Dans l'atelier d'assemblage, l'habitacle passera successivement au garnissage, au châssis, à l'assemblage final et à la géométrie. « 15 000 pièces entrent dans la fabrication d'une LFA. Les premières sont montées ici, au garnissage. Quelques mètres plus loin, d'autres Takumi assemblent la transmission et les suspensions. À l'extrémité de cette transmission se trouve le fameux moteur V10 de 4,8 litres. L'architecture de cette voiture dépend en grande partie de la position de son moteur. J'ai voulu construire la voiture autour de ses occupants. Dans une supercar qui veut privilégier ses occupants, le moteur est idéalement placé en position centrale avant. Dans cette position centrale avant, le moteur vient s'insérer entre l'essieu avant et l'habitacle. Les roues arrière sont motrices et le conducteur se trouve au centre. Le résultat, la sensation de conduire une voiture équilibrée. L'objectif est d'obtenir une voiture la plus maniable possible. Mais cette position centrale avant ne laisse que très peu d'espace libre pour le moteur. Un problème que Tanahashi doit résoudre. Le moteur doit avoir une certaine taille, une certaine compacité, mais un maximum de puissance. Tanahashi cherche un moteur assez compact pour entrer dans un espace restreint, mais aussi puissant qu'un gros moteur, car sans puissance, pas de vitesse. Et ce n'est pas tout. Le son aigu d'une Formule 1 vous donne la chair de poule, non? Je voulais obtenir le même son sur la LFA. Seul un V10 tournant à haut régime offre à la fois cette puissance et cette mélodie. Mais les V10 traditionnels sont trop volumineux pour être placés en position centrale avant. Lexus entre ici en terre inconnue.
Ces modèles embarquent des moteurs 6 ou 8 cylindres, conçus pour un silence optimum, l'exact opposé de ce V10. Tanahashi demande de l'aide à quelques vieux amis. Nous fabriquons des moteurs. Nous savons que la puissance n'est pas le seul critère pour un véhicule. Dans une voiture de sport, la taille et le poids sont essentiels. Depuis près d'un demi-siècle, Yamaha travaille avec Toyota à la conception de moteurs et de véhicules aussi puissants que légers. La légendaire 2000 GT, conduite par James Bond dans On ne vit que deux fois, est la première véritable voiture de sport japonaise née de la collaboration entre ces deux marques. Sous la houlette de Takamitsu Okamoto, le motoriste génial de Lexus, l'équipe se fixe un objectif ambitieux. Créer un V10 atmosphérique aussi compact qu'un V8 Lexus traditionnel, mais aussi léger qu'un V6. Je voulais créer quelque chose de différent de tous les autres moteurs de supercar. Les ingénieurs utilisent habituellement des turbocompresseurs pour booster des moteurs plus petits et reproduire la puissance d'un V10. Mais les moteurs turbocompressés n'ont ni la réactivité, ni l'accélération ou le son d'un V10 atmosphérique. Grâce au savoir-faire de Yamaha en matière de moto, à des métaux ultra légers et à une refonte des éléments internes du moteur, Okamoto parvient à créer un chef-d'œuvre. Un V10 atmosphérique compact, capable de s'insérer en position centrale avant tout en restant ultra léger. Ce moteur, né dans l'usine Toyota de Myoshi, à l'état d'aluminium en fusion, coulé dans un moule tridimensionnel en sable, imprégné de résine, nécessitant 37 éléments et une semaine de travail. Une fois ces éléments assemblés, le moule est prêt à recevoir l'aluminium. On extrait avec une louche les impuretés à la surface de cet aluminium à 750 degrés. Tandis que le métal liquide coule dans le moule, les éventuelles poches de gaz sont supprimées par aspiration. Deux heures plus tard, le métal a pris et le sable est dégagé à coups de marteau pour libérer le bloc moteur en aluminium. Il est ensuite expédié à l'usine de Honsha, au cœur du complexe très confidentiel de la marque dédié aux moteurs de Formule 1. Ces ateliers sont toujours interdits. Nous allons entrer. Vous êtes prêts? On y va. C'est la première fois que des caméras de télévision sont autorisées à pénétrer ici. Pendant une décennie, Toyota a investi beaucoup d'argent dans la Formule 1. Mais sans une seule victoire en 139 courses, la marque s'est retirée en 2009, laissant à l'arrêt cette usine ultramoderne. Pour l'équipe de la LFA, il n'était pas question de laisser passer une telle opportunité. Les similitudes avec les technologies des moteurs de Formule 1 rendent ces installations parfaitement adaptées. Sur ces machines-outils automatisées à plusieurs millions de dollars, le moteur brut de fonderie est fraisé, percé et poli, pour devenir un bloc parfaitement calibré. Puis, les robots cèdent la place aux hommes. Dans cette salle hermétique, un Takumi meule chaque angle avec des outils de précision. Enfin, un Takumi expérimenté préassemble les blocs moteurs pour vérifier que chaque pièce s'adapte parfaitement.
Les blocs et leurs visseries sont appareillés à vie. Ils sont ensuite démontés et prennent le chemin de l'usine Yamaha de Iwata, à 90 km au sud-est de Toyota. Ici, dans la salle des moteurs, la méticulosité bat tous les records. Comme il fallait s'y attendre, des résilles et des sas empêchent l'intrusion des poussières indésirables. Dans cette salle, une température et une humidité constantes garantissent la même dilatation thermique pour toutes les pièces durant leur montage. Cet endroit est plus proche d'un laboratoire que d'une usine. Les 2200 pièces sont réparties en 61 kits et assemblées par numéro. 4 Takumi très qualifiés opèrent ici. Chacun d'eux est chargé du montage complet d'un unique moteur. Pour éviter toute erreur, ils suivent les instructions d'un écran d'ordinateur. 2 jours et demi sont nécessaires au montage complet d'un moteur. Chacun de ces moteurs portera la signature du Takumi qu'il a assemblé. Mais avant que ce bijou puisse s'approcher d'une voiture, il subira une demi-journée de tests intensifs dans la pièce voisine de celle de l'assemblage des moteurs. Ce moteur de 4,8 litres est si nerveux qu'il atteint 9000 tours minute en seulement une demi-seconde. Son accélération sera instantanée, quelle que soit la vitesse engagée. Ce moteur possède une réponse excellente et des régimes supérieurs à n'importe quel autre moteur du marché. Sa montée en régime est si rapide que seul un compte-tours numérique peut la suivre. Le bruit de ce moteur à très haut régime est tout à fait caractéristique. Le son de la LFA est unique. Quand on l'a entendu, on n'oublie plus jamais. Pour perfectionner la bande-son de ce moteur, à laquelle Tanahashi tient tellement, il faut faire appel à un autre expert de Yamaha. Étant donné que nous fabriquons aussi des instruments de musique, nous possédons un certain savoir-faire dans le domaine du son. Yoshikazu Onji est obsédé par le son. La relation entre une super sportive et son conducteur est la même qu'entre un musicien virtuose et son instrument. En jouant d'une certaine manière, ils sont capables de s'écouter pour parvenir à produire un meilleur son. Chaque voiture possède 2 signatures sonores. L'un des sons est celui de l'échappement. C'est un son emblématique. On peut reconnaître une voiture à ce son. L'autre, auquel nous nous intéressons, est celui que le conducteur entend. Pour perfectionner cette bande-son, Eiji Maruyama, directeur général de Yamaha Motors, a dû redessiner cette pièce placée au sommet du moteur, le réservoir d'égalisation de pression, en prenant les conventions à contre-pied. Ce réservoir d'égalisation sert à répartir l'air entre les 10 cylindres. Normalement, on utilise toutes les techniques possibles pour réduire le bruit de l'admission. On a voulu faire le contraire, amplifier ce bruit et le transmettre au conducteur. Maruyama accorde ce réservoir en modifiant l'épaisseur de sa paroi supérieure et en y ajoutant des nervures internes. Sa conception est très proche de celle d'une guitare acoustique ou d'un violon. L'équipe canalise ses bonnes vibrations vers l'habitacle par des passages sonores. Ils servent à transmettre les sons graves au pied du conducteur et les sons plus aigus à hauteur d'oreille. Le conducteur se retrouve au cœur d'un système sonore dynamique multicanal. Un monte-palette
emporte le moteur terminé et le charge dans un camion à destination de l'usine LFA. Ici, le moteur est connecté à sa transmission, puis monté dans la voiture, guidé par des yeux attentifs. Le cœur de la voiture est en place, il est temps de lui donner vie. Des pompes automatiques font les pleins d'huile moteur, de liquide de frein et de liquide de refroidissement. Au Japon, les machines jouent une mélodie pour avertir qu'elles sont en fonctionnement. Celle-ci joue un air populaire américain. Quand les niveaux sont faits, les pompes s'arrêtent. La musique aussi. Les 9 panneaux de carrosserie de chaque voiture sont fabriqués en fibre de verre moulée sur un autre site. Résistant et léger, ce matériau sera bien moins coûteux à remplacer en cas d'accident que la fibre de carbone. L'atelier de peinture est situé dans le même bâtiment que l'assemblage, mais c'est un univers bien différent. Dans l'usine LFA, la peinture est l'une des rares tâches exécutées par des robots. Ceux-ci fournissent un travail de qualité plus constante. Mais dans l'atelier de peinture, des hommes livrent un combat permanent. La poussière est le pire ennemi de la peinture. Si elle atteint la surface de la peinture, au moment du séchage au four, elle gonfle et forme une cloque. Pour cette raison, nous contrôlons l'atmosphère chaque jour et nous sommes très stricts sur l'habillement. On applique jusqu'à 5 couches de peinture. Dans les endroits que les robots ne peuvent atteindre, l'homme prend le relais. Les panneaux peints sont séchés pendant 50 minutes dans un four à 100 degrés avant de partir à l'inspection. La guerre contre la poussière ne s'arrête jamais. Des buses projettent un fin brouillard d'eau qui empêche les particules d'atteindre les surfaces immaculées. Sous une lumière vive, un vérificateur repère les moindres défauts. Ils seront effacés par un polissage. Les panneaux terminés quittent l'atelier de peinture et reviennent à l'assemblage pour être montés sur le tube de carbone lors de la 3e étape, l'assemblage final. Ici, on pose l'intérieur cuir cousu main, ainsi que les jantes en aluminium forgé, équipées de pneus fabriqués sur mesure par Bridgestone. On a l'impression que les employés accomplissent chaque tâche très lentement, mais chacun d'eux travaille très soigneusement et avec une grande maîtrise. Si on voulait faire un parallèle avec le sport, ils seraient des joueurs de haut niveau qui remporteraient tous leurs matchs. Si l'usine LFA tourne comme une horloge, personne ne regarde sa montre. Si nous prenons notre temps, c'est parce que notre chef Yamanaka nous le demande. Il veut que nous travaillions lentement mais sûrement. Il dit que pour garantir la qualité de notre travail, nous devons prendre tout le temps nécessaire. Nous pouvons aussi faire des heures supplémentaires si cela améliore la qualité de notre travail. Leur seule contrainte, faire sortir chaque jour une LFA de la ligne d'assemblage. Dès le début du projet, l'ingénieur en chef Tanahashi a spécifié que seulement 500 exemplaires seraient produits. Au rythme d'une voiture par jour, cela prendra 2 ans. Puis, l'usine fermera.
En limitant la production à 500 exemplaires, nous en faisons un véhicule d'exception. Nous n'avons aucune intention d'en produire d'autres. Même au tarif de 375 000 €, faisant de la LFA la voiture de série japonaise la plus chère jamais produite, cette production limitée ne permettra jamais d'amortir les coûts de développement, les matériaux ultramodernes et les heures supplémentaires illimitées. Je pense qu'il sera difficile de dégager un bénéfice en ne livrant que 500 exemplaires. Mais grâce à la LFA, la marque Lexus gagne en notoriété et est bien perçue dans le monde entier. Les retombées se verront dans la technologie, l'expérience et le travail d'équipe qui serviront à produire des voitures que nos clients apprécieront dans l'avenir. En 2004, lorsque le prototype est terminé, l'ingénieur en chef Tanahashi prend une décision risquée. La voiture devra faire ses preuves sur le plus exigeant des circuits. Mais aucune piste japonaise ne convient. Tanahashi va emmener toute l'équipe de développement sur le célèbre circuit du Nürburgring, en Allemagne. Pour nous, les fabricants de voitures, le virage nord du Nürburgring est la Mecque de l'automobile. C'est là que la voiture a été perfectionnée. Longue de 20 km, la boucle nord du Nürburgring a la réputation d'être le circuit d'essai le plus sélectif du monde. Durant 4 années, l'équipe teste chaque détail technique de la voiture, dans les descentes, les bosses, la multitude de courbes et les virages aveugles. La date d'entrée en production de la voiture approche. Mais Tanahashi veut accélérer les dernières mises au point. En 2008, il lance la voiture dans l'arène de la compétition automobile, en l'engageant aux 24 heures du Nürburgring. C'était uniquement pour obtenir plus de retours sur la LFA de production et l'améliorer dans les conditions réelles de la course. L'expérience est un succès. L'année suivante, la voiture modifiée gagne dans sa catégorie. Tanahashi est enfin satisfait et la production de la LFA peut débuter en 2010. Lorsqu'en 2011, Lexus lance une édition spéciale compétition de la LFA, son nom rend hommage au circuit sur lequel elle est née. Par reconnaissance envers ce lieu sacré, nous avons baptisé ce pack le Nürburgring Edition. Le pack Nürburgring Edition comprend un moteur modifié pour atteindre 571 chevaux, 11 de plus que le moteur d'origine. Ce surcroît de puissance exige un meilleur appui au sol pour maintenir la trajectoire de la voiture. L'aileron arrière est plus grand et fixe. De petits ailerons à droite et à gauche du bouclier avant améliorent également cet appui au sol. Ces suspensions plus raides et plus basses sont mieux adaptées à la compétition. Enfin, pour améliorer leur accélération, une nouvelle transmission robotisée raccourcit d'une fraction de seconde le passage des vitesses. Tout concourt à faire de cette LFA une supercar japonaise. 50 seulement seront construites. Elles coûteront 60 000 € de plus qu'une LFA de série. Retour à l'usine LFA, à la dernière étape de l'assemblage. Ici, on règle la géométrie des roues pour assurer à la voiture un comportement parfait. Après ces 3 jours passés à l'assemblage, la voiture part à la vérification. Les procédures de contrôle se décomposent en 7000 vérifications. Katsumi Hayashi exécute la première de 1482 vérifications sous les projecteurs. Je suis en train de vérifier la peinture.
Je cherche à la main des inégalités sur la carrosserie. Il faut la caresser doucement, comme si c'était une femme. Je fais ce métier depuis 30 ans. Si je n'étais pas marié, cette voiture serait certainement ma maîtresse. Une fois les vérifications des surfaces intérieures et extérieures effectuées et validées, la voiture quitte définitivement l'usine. La voiture traverse l'usine de Motomachi pour rejoindre le contrôle qualité. Elle y résidera durant les 7 prochains jours. Les tests effectués ici s'étendent du compteur de vitesse au système de freinage. En passant par l'étanchéité. Leur compte-rendu occupe pas moins de 350 pages. Pour finir, le pilote d'essai Nobuaki Amano vérifie que chaque véhicule est prêt à prendre la route dès sa sortie d'usine. La voiture entre sur la piste d'essai privée de Motomachi. Certaines parties vulnérables de la carrosserie sont masquées pour les protéger des gravillons. Il n'y a pas meilleur travail au monde. Amano vérifie la contrôlabilité de la voiture, le son du moteur, sa puissance, les performances du freinage et les bruits parasites sur cette piste d'1 kilomètre. Mais conduire cette voiture quotidiennement présente un risque. J'ai parfois envie de laisser tomber mon travail pour partir avec cette voiture et la garder pour moi. Cette voiture est terminée. Elle n'attend plus que son propriétaire. À ce jour, les 500 LFA sont toutes réservées. Aucune autre ne sera vendue. La marque Lexus ne sera pas mise en danger. Mais Tanahashi veut prouver une dernière chose. En 2011, l'équipe se retrouve de nouveau sur le Nürburgring pour décrocher un record. Ils viennent battre le meilleur temps officiel dans la catégorie des voitures homologuées route. La Nürburgring Edition va tenter de démontrer qu'elle est bien née sur une piste. Toute l'équipe retient son souffle tandis que le pilote d'essai, Akira Ida, prend le volant. J'ai poussé la voiture dans toutes les courbes. Il y a plus de 150 virages. J'ai piloté très agressivement, tout en prenant du plaisir. Pour battre ce record, Akira Ida doit atteindre une moyenne de 167 km/h sur les 20 km du circuit. Je n'avais aucune idée de mon temps en franchissant l'arrivée. Verdict, 7 minutes et 14 secondes. Le record officiel de vitesse pour une voiture de production dépourvue de pneus slick. Et le 5e temps de l'histoire du circuit. C'était un moment incroyable. L'un des plus beaux de ma vie. Il existe beaucoup de voitures de sport, mais celle-ci offre à son pilote une expérience de conduite très directe. C'est une voiture qui provoque l'émotion. Elle est faite pour des vrais conducteurs. Cette voiture pourrait bien redessiner l'image de Lexus dans le monde. Nous avons développé la LFA dans une nouvelle direction, vers l'émotion, la passion, la puissance. C'était inédit chez Lexus. Cette méga factory pourrait également redéfinir les méthodes de fabrication des Lexus. Nous avons relevé toutes sortes de défis et répondu à de nouveaux besoins. J'en attends avec impatience les effets, visibles et invisibles, dans les futurs modèles.
Dans cette usine top secrète, une voiture très particulière est en train de naître. Des artisans façonnent un chef-d'œuvre de l'automobile. Ici, l'argent n'entre pas en ligne de compte. Cette voiture doit redessiner l'image d'une grande marque automobile. Ces hommes n'ont pas le droit d'échouer. La marque japonaise Lexus se veut synonyme de luxe. Ses arguments de vente sont l'élégance, le silence, la haute technologie et l'économie. Aujourd'hui, c'est un modèle très différent qui arbore l'insigne des Lexus, la LFA. Agressive, bruyante, réactive. Un V10 tournant à des régimes jamais atteints sur une voiture de production. 325 km/h. Une voiture comme Lexus n'en avait encore jamais produit. Lexus est présent sur le marché automobile depuis plus de 20 ans. Toyota, le plus grand constructeur mondial, a créé cette marque pour entrer dans le club très fermé des fabricants de voitures de luxe, aux côtés de Mercedes-Benz, BMW et Jaguar. C'est une réussite, car Lexus est devenu l'un des plus gros vendeurs de voitures de luxe aux États-Unis. Aujourd'hui, Lexus a décidé d'introduire la passion dans l'image de sa marque. Derrière ce projet se trouve un homme, l'ingénieur en chef Haruhiko Tanahashi. On retrouve dans cette LFA une passion et une émotion absentes des précédentes Lexus. Nous avons voulu orienter la marque dans cette direction. Nous l'avons créée dans cet esprit. Pour Haruhiko Tanahashi, la marque peut communiquer autre chose que le simple luxe. Je voulais fabriquer une voiture de sport capable de se mesurer aux supercars européennes. Les Porsche, les Ferrari ou les Lamborghini, et montrer que les Japonais pouvaient réaliser ce type de voiture. Le pari est risqué. Le constructeur n'a encore jamais conçu une telle voiture. Il joue sa réputation sur ce projet. Haruhiko Tanahashi, l'ingénieur en chef du projet, entre en terre inconnue, car il devra tout à la fois créer une voiture, une équipe et une usine à partir de rien. J'ai eu en quelque sorte carte blanche, et ce qui n'existait pas, j'ai dû l'inventer. Pour la plus grande entreprise de ce pays, trouver une usine ne pose pas de difficulté. Toyota a atteint une telle dimension qu'elle possède même sa propre ville, appelée Toyota. 10 des 15 usines japonaises du constructeur sont implantées dans cette ville ou ses environs. L'une d'elles est l'usine d'assemblage de Motomachi. L'entreprise modifie 2 bâtiments inoccupés de cette méga factory pour créer la LFA. Sur une première sélection de 50 000 employés de Toyota, 175 seulement sont choisis. Tous ceux qui participent au projet LFA ont l'impression d'être des artisans et non de simples opérateurs. Ils sont surnommés les Takumi, qui signifie artisans en japonais. Seuls les employés les mieux formés et les plus adroits peuvent acquérir ce statut. Chaque collaborateur de l'usine LFA est en quête de perfection et, en quelque sorte, relève ce défi dans l'esprit des samouraïs. Shigeru Yamanaka est le directeur de l'usine LFA.
il a conquis sa légitimité de meneur d'hommes dans une tradition japonaise moins ancienne, le baseball. Avant de travailler ici, j'encadrais l'équipe de baseball de Toyota qui réunissait des gens de nombreuses usines différentes. Ayant prouvé ma capacité à diriger, on m'a nommé directeur de cette usine. Pour fabriquer la LFA, cette équipe très soudée dispose d'outils et de matériaux ultramodernes. La fibre de carbone est le plus important de tous ces matériaux. Ce carbone est un facteur de performance essentiel pour la future voiture. Ce matériau composite est 5 fois plus résistant que l'acier, mais 4 fois plus léger. Il est incontournable dans la fabrication de voitures de Formule 1 et dans l'aéronautique. Le constructeur a décidé de fabriquer ici même ses propres fibres de carbone. C'est la première fois que des caméras sont autorisées à pénétrer dans ces installations ultra secrètes. De simples fils de fibres de carbone sont tissés par une machine pour produire un tissu souple. Ce tissu est ensuite transformé dans un processus impliquant de la chaleur, de la pression, de la résine et beaucoup de travail manuel pour créer le noyau dur de la voiture, appelé le tube. L'assemblage de ce tube évoque le montage d'un puzzle tridimensionnel. Tout commence par la fabrication du plancher. La toile de fibre de carbone découpée avec précision est disposée dans un moule. Un Takumi dispose le tissu dans un moule. Celui-ci formera le tunnel de transmission qui recevra la transmission et l'échappement. Sur des pièces aussi complexes, le tissu s'effiloche et n'est pas très net. Sur ces parties, les opérateurs manipulent. Coulé dans un moule tridimensionnel en sable, imprégné de résine, nécessitant 37 éléments et une semaine de travail. Une fois ces éléments assemblés, le moule est prêt à recevoir l'aluminium. On extrait avec une louche les impuretés à la surface de cet aluminium à 750 degrés. Tandis que le métal liquide coule dans le moule, les éventuelles poches de gaz sont supprimées par aspiration. Deux heures plus tard, le métal a pris et le sable est dégagé à coups de marteau pour libérer le bloc moteur en aluminium. Il est ensuite expédié à l'usine de Honsha, au cœur du complexe très confidentiel de la marque dédié aux moteurs de Formule 1. Ces ateliers sont toujours interdits. Nous allons entrer. Vous êtes prêts? On y va. C'est la première fois que des caméras de télévision sont autorisées à pénétrer ici. Pendant une décennie, Toyota a investi beaucoup d'argent dans la Formule 1. Mais sans une seule victoire en 139 courses, la marque s'est retirée en 2009, laissant à l'arrêt cette usine ultramoderne. Pour l'équipe de la LFA, il n'était pas question de laisser passer une telle opportunité. Les similitudes avec les technologies des moteurs de Formule 1 rendent ces installations parfaitement adaptées. Sur ces machines-outils automatisées à plusieurs millions de dollars, le moteur brut de fonderie est fraisé, percé et poli pour devenir un bloc parfaitement calibré. Puis, les robots cèdent la place aux hommes. Dans cette salle hermétique, un Takumi meule chaque angle avec des outils de précision. Enfin,
Un Takumi expérimenté préassemble les blocs moteurs pour vérifier que chaque pièce s'adapte parfaitement. Les blocs et leurs visseries sont appareillés à vie. Ils sont ensuite démontés et prennent le chemin de l'usine Yamaha de Iwata, à 90 km au sud-est de Toyota. Ici, dans la salle des moteurs, la méticulosité bat tous les records. Comme il fallait s'y attendre, des résilles et des sas empêchent l'intrusion des poussières indésirables. Dans cette salle, une température et une humidité constantes garantissent la même dilatation thermique pour toutes les pièces durant leur montage. Cet endroit est plus proche d'un laboratoire que d'une usine. Les 2200 pièces sont réparties en 61 kits et assemblées par numéro. 4 Takumi très qualifiés opèrent ici. Chacun d'eux est chargé du montage complet d'un unique moteur. Pour éviter toute erreur, ils suivent les instructions d'un écran d'ordinateur. 2 jours et demi sont nécessaires au montage complet d'un moteur. Chacun de ces moteurs portera la signature du Takumi qu'il a assemblé. Mais avant que ce bijou puisse s'approcher d'une voiture, il subira une demi-journée de tests intensifs dans la pièce voisine de celle de l'assemblage des moteurs. Ce moteur de 4,8 litres est si nerveux qu'il atteint 9000 tours minute en seulement une demi-seconde. Son accélération sera instantanée, quelle que soit la vitesse engagée. Ce moteur possède une réponse excellente et des régimes supérieurs à n'importe quel autre moteur du marché. Sa montée en régime est si rapide que seul un compte-tours numérique peut la suivre. Le bruit de ce moteur à très haut régime est tout à fait caractéristique. Le son de la LFA est unique. Quand on l'a entendu, on n'oublie plus jamais. Pour perfectionner la bande-son de ce moteur, à laquelle Tanahashi tient tellement, il faut faire appel à un autre expert de Yamaha. Étant donné que nous fabriquons aussi des instruments de musique, nous possédons un certain savoir-faire dans le domaine du son. Yoshikazu Onji est obsédé par le son. La relation entre une super sportive et son conducteur est la même qu'entre un musicien virtuose et son instrument. En jouant d'une certaine manière, ils sont capables de s'écouter pour parvenir à produire un meilleur son. Chaque voiture possède 2 signatures sonores. L'un des sons est celui de l'échappement. C'est un son emblématique. On peut reconnaître une voiture à ce son. L'autre, auquel nous nous intéressons, est celui que le conducteur entend. Pour perfectionner cette bande-son, Eiji Maruyama, directeur général de Yamaha Motors, a dû redessiner cette pièce placée au sommet du moteur, le réservoir d'égalisation de pression, en prenant les conventions à contre-pied. Ce réservoir d'égalisation sert à répartir l'air entre les 10 cylindres. Normalement, on utilise toutes les techniques possibles pour réduire le bruit de l'admission. On a voulu faire le contraire, amplifier ce bruit et le transmettre au conducteur. Maruyama accorde ce réservoir en modifiant l'épaisseur de sa paroi supérieure et en y ajoutant des nervures internes. Sa conception est très proche de celle d'une guitare acoustique ou d'un violon. L'équipe canalise ses bonnes vibrations vers l'habitacle par des passages sonores. Des rivets pop garantissent le positionnement parfait de toutes les pièces.
L'époxy est ensuite séché en passant le gabarit 60 minutes dans un four à 60 degrés. Le résultat, un tube tellement résistant qu'il pourra jouer les rôles de structure centrale de la voiture et de cellule de sécurité en cas d'accident du véhicule. Kengo Matsumoto, responsable du design de la LFA, doit maintenant créer une voiture dont les formes devront marier élégance et technologie. Nous pensons que l'aérodynamique, la gestion de la chaleur et des flux d'air doivent être visibles dans le design. Dans un véhicule classique, le moteur est refroidi par un radiateur placé à l'avant, qui reçoit lui-même de l'air frais à travers la calandre. Ce n'est pas le cas de la LFA. Il reste si peu d'espace libre à l'avant que les deux radiateurs qui refroidissent le moteur doivent être placés derrière l'essieu arrière. Matsumoto doit dessiner la voiture de manière à diriger l'air frais vers ses éléments vitaux. Le flux d'air est parfaitement géré en ajustant l'angle entre le rétroviseur et l'habitacle. L'air longe l'habitacle, puis entre dans l'écope pour aller au radiateur arrière. Cette forme n'est pas là uniquement pour le style. On a volontairement fait débuter cette écope à la base de la vitre. On obtient ainsi un système en mesure de refroidir le moteur même dans les conditions de course les plus extrêmes. Il est 8h45 à l'usine LFA. Les Takumi s'échauffent pour les 8 heures de travail à venir. Leur journée commence par la réception de la coque nue, terminée après 15 jours de fabrication dans l'atelier carbone voisin. Dans l'atelier d'assemblage, l'habitacle passera successivement au garnissage, au châssis, à l'assemblage final et à la géométrie. « 15 000 pièces entrent dans la fabrication d'une LFA. Les premières sont montées ici, au garnissage. Quelques mètres plus loin, d'autres Takumi assemblent la transmission et les suspensions. À l'extrémité de cette transmission se trouve le fameux moteur V10 de 4,8 litres. L'architecture de cette voiture dépend en grande partie de la position de son moteur. J'ai voulu construire la voiture autour de ses occupants. Dans une supercar qui veut privilégier ses occupants, le moteur est idéalement placé en position centrale avant. Dans cette position centrale avant, le moteur vient s'insérer entre l'essieu avant et l'habitacle. Les roues arrière sont motrices et le conducteur se trouve au centre. Le résultat, la sensation de conduire une voiture équilibrée. L'objectif est d'obtenir une voiture la plus maniable possible. Mais cette position centrale avant ne laisse que très peu d'espace libre pour le moteur. Un problème que Tanahashi doit résoudre. Le moteur doit avoir une certaine taille, une certaine compacité, mais un maximum de puissance. Tanahashi cherche un moteur assez compact pour entrer dans un espace restreint, mais aussi puissant qu'un gros moteur, car sans puissance, pas de vitesse. Et ce n'est pas tout. Le son aigu d'une Formule 1 vous donne la chair de poule, non? Je voulais obtenir le même son sur la LFA. Seul un V10 tournant à haut régime offre à la fois cette puissance et cette mélodie. Mais les V10 traditionnels sont trop volumineux pour être placés en position centrale avant. Lexus entre ici en terre inconnue. Ces modèles embarquent des moteurs 6 ou 8 cylindres, conçus pour un silence optimum
l'exact opposé de ce V10. Tanahashi demande de l'aide à quelques vieux amis. Nous fabriquons des moteurs. Nous savons que la puissance n'est pas le seul critère pour un véhicule. Dans une voiture de sport, la taille et le poids sont essentiels. Depuis près d'un demi-siècle, Yamaha travaille avec Toyota à la conception de moteurs et de véhicules aussi puissants que légers. La légendaire 2000 GT, conduite par James Bond dans On ne vit que deux fois, est la première véritable voiture de sport japonaise née de la collaboration entre ces deux marques. Sous la houlette de Takamitsu Okamoto, le motoriste génial de Lexus, l'équipe se fixe un objectif ambitieux. Créer un V10 atmosphérique aussi compact qu'un V8 Lexus traditionnel, mais aussi léger qu'un V6. Je voulais créer quelque chose de différent de tous les autres moteurs de supercar. Les ingénieurs utilisent habituellement des turbocompresseurs pour booster des moteurs plus petits et reproduire la puissance d'un V10. Mais les moteurs turbocompressés n'ont ni la réactivité, ni l'accélération ou le son d'un V10 atmosphérique. Grâce au savoir-faire de Yamaha en matière de moto, à des métaux ultra légers et à une refonte des éléments internes du moteur, Okamoto parvient à créer un chef-d'œuvre. Un V10 atmosphérique compact, capable de s'insérer en position centrale avant tout en restant ultra léger. Ce moteur, né dans l'usine Toyota de Myoshi, à l'état d'aluminium en fusion, Ils servent à transmettre les sons graves au pied du conducteur et les sons plus aigus à hauteur d'oreille. le conducteur se retrouve au cœur d'un système sonore dynamique multicanal. Un monte-palette emporte le moteur terminé et le charge dans un camion à destination de l'usine LFA. Ici, le moteur est connecté à sa transmission, puis monté dans la voiture, guidé par des yeux attentifs. Le cœur de la voiture est en place, il est temps de lui donner vie. Des pompes automatiques font les pleins d'huile moteur, de liquide de frein et de liquide de refroidissement. Au Japon, les machines jouent une mélodie pour avertir qu'elles sont en fonctionnement. Celle-ci joue un air populaire américain. Quand les niveaux sont faits, les pompes s'arrêtent. La musique aussi. Les 9 panneaux de carrosserie de chaque voiture sont fabriqués en fibre de verre moulée sur un autre site. Résistant et léger, ce matériau sera bien moins coûteux à remplacer en cas d'accident que la fibre de carbone. L'atelier de peinture est situé dans le même bâtiment que l'assemblage, mais c'est un univers bien différent. Dans l'usine LFA, la peinture est l'une des rares tâches exécutées par des robots. Ceux-ci fournissent un travail de qualité plus constante. Mais dans l'atelier de peinture, des hommes livrent un combat permanent. La poussière est le pire ennemi de la peinture. Si elle atteint la surface de la peinture, au moment du séchage au four, elle gonfle et forme une cloque. Pour cette raison, nous contrôlons l'atmosphère chaque jour et nous sommes très stricts sur l'habillement. On applique jusqu'à 5 couches de peinture. Dans les endroits que les robots ne peuvent atteindre,
l'homme prend le relais. Les panneaux peints sont séchés pendant 50 minutes dans un four à 100 degrés avant de partir à l'inspection. La guerre contre la poussière ne s'arrête jamais. Des buses projettent un fin brouillard d'eau qui empêche les particules d'atteindre les surfaces immaculées. Sous une lumière vive, un vérificateur repère les moindres défauts. Ils seront effacés par un polissage. Les panneaux terminés quittent l'atelier de peinture et reviennent à l'assemblage pour être montés sur le tube de carbone lors de la troisième étape, l'assemblage final. Ici, on pose l'intérieur cuir cousu main, ainsi que les jantes en aluminium forgé, équipées de pneus fabriqués sur mesure par Bridgestone. On a l'impression que les employés accomplissent chaque tâche très lentement, mais chacun d'eux travaille très soigneusement et avec une grande maîtrise. Si on voulait faire un parallèle avec le sport, ils seraient des joueurs de haut niveau qui remporteraient tous leurs matchs. Si l'usine LFA tourne comme une horloge, personne ne regarde sa montre. Si nous prenons notre temps, c'est parce que notre chef Yamanaka nous le demande. Il veut que nous travaillions lentement mais sûrement. Il dit que pour garantir la qualité de notre travail, nous devons prendre tout le temps nécessaire. Nous pouvons aussi faire des heures supplémentaires si cela améliore la qualité de notre travail. Leur seule contrainte, faire sortir chaque jour une LFA de la ligne d'assemblage. Dès le début du projet, l'ingénieur en chef Tanahashi a spécifié que seulement 500 exemplaires seraient produits. Au rythme d'une voiture par jour, cela prendra 2 ans. Puis, l'usine fermera. En limitant la production à 500 exemplaires, nous en faisons un véhicule d'exception. Nous n'avons aucune intention d'en produire d'autres. Même au tarif de 375 000 €, faisant de la LFA la voiture de série japonaise la plus chère jamais produite, cette production limitée ne permettra jamais d'amortir les coûts de développement, les matériaux ultramodernes et les heures supplémentaires illimitées. Je pense qu'il sera difficile de dégager un bénéfice en ne livrant que 500 exemplaires. Mais grâce à la LFA, la marque Lexus gagne en notoriété et est bien perçue dans le monde entier. Les retombées se verront dans la technologie, l'expérience et le travail d'équipe qui serviront à produire des voitures que nos clients apprécieront dans l'avenir. En 2004, lorsque le prototype est terminé, l'ingénieur en chef Tanahashi prend une décision risquée. La voiture devra faire ses preuves sur le plus exigeant des circuits. Mais aucune piste japonaise ne convient. Tanahashi va emmener toute l'équipe de développement sur le célèbre circuit du Nürburgring, en Allemagne. Pour nous, les fabricants de voitures, le virage nord du Nürburgring est la Mecque de l'automobile. C'est là que la voiture a été perfectionnée. Longue de 20 km, la boucle nord du Nürburgring a la réputation d'être le circuit d'essai le plus sélectif du monde. Durant 4 années, l'équipe teste chaque détail technique de la voiture, dans les descentes, les bosses, la multitude de courbes et les virages aveugles. La date d'entrée en production de la voiture... La toile très soigneusement, comme si c'était de la soie. Des masques les protègent de ces fibres toxiques. Au début, les employés ont eu des difficultés pour travailler ce matériau. C'est beaucoup plus facile depuis qu'ils utilisent des fers à repasser.
Une fois terminée, la pièce est fortement chauffée pour adopter sa forme. Elle est ensuite fixée sur un gabarit avec d'autres pièces du plancher, puis soumise à une pression de 1000 tonnes. On injecte sous pression de la résine et l'ensemble passe 8 heures dans un four à 130 degrés. Grâce à la chaleur et à la pression, la résine soude les différentes pièces pour former le plancher de la future voiture. Mais en 2000, ce concept de supercar de classe internationale n'existait que dans le cerveau d'un homme. J'en ai parlé seulement à un petit groupe de dirigeants de l'entreprise, sans rien attendre. Ils m'ont pourtant dit « Allez-y, essayez ». Fort de cette autorisation, Haruhiko Tanahashi réunit une équipe d'ingénieurs pour jeter les bases technologiques de son projet. À l'origine, nous voulions une coque en aluminium. Mais Tanahashi est fasciné par les possibilités qu'offre la fibre de carbone. Pour développer une supercar, une super voiture de sport, je voulais essayer d'utiliser de la fibre de carbone, si c'était possible. Mais ce matériau miracle possède quelques inconvénients. Il est coûteux et le constructeur ne l'a encore jamais utilisé. Malgré ses nombreux défis, Tanahashi parvient à ses fins. En 2005, mon patron m'a dit en me tapotant l'épaule « Pourquoi ne pas utiliser du carbone ?» J'ai donc décidé de le faire. Le pari est audacieux. Tous ceux qui sont impliqués dans ce projet vont devoir maîtriser un matériau entièrement nouveau pour eux. Les employés manipulaient le carbone pour la première fois. Et tout dans ce matériau leur posait problème. Après avoir déjeuné, les Takumi reviennent dans leur atelier ultramoderne de fabrication de fibres de carbone. Avec ces aspirateurs, ils éliminent toutes les particules étrangères avant de pénétrer dans ce local hermétique très confidentiel. C'est ici qu'est fabriquée la majeure partie de la structure centrale du tube par les techniques les plus complexes. Dans ce processus, un laser découpe des centaines de pièces différentes dans un tissu de fibres de carbone imprégné de résine. Puis, le Takumi empile jusqu'à 20 épaisseurs de ces pièces dans un moule. C'est un panneau latéral droit qui sortira de celui-ci. Cet opérateur utilise un sèche-cheveux pour chauffer le laminé et faire fondre la résine pendant qu'il le pose. Grâce à un sac étanche dans lequel on fait le vide, on solidarise les pièces encollées et on élimine les moindres interstices. Le panneau traverse l'usine dans son emballage pour être placé dans un four pressurisé. Après une nuit de cuisson à 150 degrés, le panneau est devenu ultra résistant et ultra léger. Son équivalent en aluminium serait 2 fois plus lourd. Dans l'industrie automobile, tous les ingénieurs sont engagés dans une même course à la légèreté. Avec moins de poids et plus de puissance, on obtient de meilleures accélérations. Et sans vitesse, pas de supercar. La coque de la LFA est composée à 65% de fibres de carbone. Le résultat, une accélération de 0 à 100 km/h en 3 secondes 7. Fabriquée en aluminium, elle pèserait 100 kg de plus, le poids d'un sumo assis à la place du passager. La LFA ne pèse que 1400 kg en ordre de marche.
retour à l'usine, où dans une pièce fermée, une machine fabriquée sur mesure façonne deux éléments cruciaux du tube. Les longerons de toit accueillent le pare-brise et protégeront les occupants si le véhicule se retourne. Ce métier à tisser fabrique ces longerons en 3 dimensions. Le carbone est tissé autour d'une forme top secrète placée au centre de la machine. Le processus est répété une seconde fois pour croiser les trames et garantir la résistance du longeron. Toute cette machinerie possède son propre système de contrôle, et cela pour une bonne raison. En cas de problème, même le plus petit, la forme se tord immédiatement. C'est pourquoi l'opérateur ne doit jamais relâcher sa surveillance. Le longeron est chauffé et de nouveau imprégné de résine pour achever de transformer ce tube souple en une pièce dure comme de la pierre. On a l'impression qu'il est lourd, mais en réalité, il ne pèse que 2 kilos. Ce tube est fixé sur un autre gabarit top secret. Un robot et un opérateur déposent une résine époxy extrêmement adhérente sur chacune des parties. Puis, on fixe fermement tous les autres éléments sur le gabarit.